Je suis Jason. J'ai 32 ans et ma famille a essayé de me sacrifier pour le bien de la fiancée ambitieuse de leur enfant chéri. Avant de vous raconter le moment où j'ai effacé les sourires suffisants de leur visage devant une centaine de leurs amis les plus importants, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. C'est bon de savoir que je ne suis pas seul. L'air dans la grande salle de bal était épais de l'odeur de fleurs chères et d'ambition tranquille. C'était la fête de fiançailles de mon frère Alex. Une centaine de personnes, toutes vêtues de leurs plus beaux atours, murmuraient des approbations, leurs verres tintant comme des carillons éoliens dans une douce brise. Sur un grand écran derrière la scène, un diaporama d'Alex et de sa fiancée, Chloé, passait en boucle. Des sourires parfaits, des vacances exotiques, une vie conçue pour un public. Je me tenais près du fond, un fantôme au festin, exactement comme il le voulait. Puis Alex, mon frère aîné, l'enfant chéri, s'est approché du microphone. Il rayonnait, son bras enroulé de manière possessive autour de la taille de Chloé. « Merci à tous d'être venus, dit-il, sa voix lisse comme du marbre poli. Et maintenant, j'aimerais inviter mon petit frère, Jason, à dire quelques mots. Monte, Jay. Ne sois pas timide. » Une vague d'applaudissements polis. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. C'était un coup de force, et nous le savions tous les deux. Il voulait m'afficher, moi, le programmeur discret et intello, comme toile de fond de son propre succès éblouissant. J'ai vu Chloé lui chuchoter quelque chose à l'oreille, un sourire malin et triomphant jouant sur ses lèvres. J'ai marché vers la scène, mon cœur battant comme un tambour régulier et froid contre mes côtes. Je sentais le poids de leurs attentes, le script familier qu'ils voulaient que je suive, dire quelque chose de maladroit, être le frère adorable et maladroit, puis m'effacer dans le décor. Mais ce soir, le script changeait. J'ai atteint le microphone et j'ai regardé la mère de visage. J'ai vu mes parents au premier rang, leur sourire tendu avec un mélange de fierté pour Alex et une légère gêne pour moi. J'ai vu Chloé me regarder avec une expression de condescendance amusée. Je n'ai pas dit ce qu'ils attendaient. Au lieu de cela, j'ai sorti une petite télécommande de ma poche. Avant de dire quelques mots sur le recouple, ai-je commencé, ma voix claire et calme, je veux partager un petit projet qui a récemment tellement intéressé Chloé. J'ai appuyé sur un bouton. Le diaporama romantique a disparu. À sa place, un fichier vidéo est apparu sur l'écran géant. Les sourires au premier rang se sont figés. Le visage de Chloé, qui rayonnait de victoire, s'est transformé en un masque d'horreur pure et froide. La mâchoire d'Alex s'est relâchée. Mon père a commencé à se lever de sa chaise, son visage devenant d'un rouge foncé et colérique. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était les premières secondes de la vidéo que j'étais sur le point de jouer. Ce n'était pas juste un toast. C'était un règlement de compte. Et pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter quelques semaines en arrière, à un dîner qui ressemblait à tous les autres dîners de ma vie, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le dîner où tout a commencé. C'était un dimanche soir, le genre que ma mère, Eleanor, insistait pour avoir. Dîner de famille. Cela sonnait chaleureux, mais pour moi, cela avait toujours été une représentation obligatoire. J'étais l'acteur de soutien, et la star du spectacle était toujours Alex. Ce soir-là, il avait amené sa nouvelle petite amie sérieuse, Chloé, pour ce qui ressemblait à une inspection formelle. J'aurais dû savoir que ce serait différent cette fois. Pire, Chloé n'était pas juste une autre des petites amies tape à accent grave l'œil d'Alex. Elle avait une certaine acuité dans ses yeux, une immobilité prédatrice. Elle travaillait dans un fonds de capital risque très influent, et elle portait son ambition comme un manteau de créateur. Nous étions assis autour de la table en acajou poli dont mes parents étaient si fiers. La conversation, comme toujours, tournait autour d'Alex, de sa dernière transaction immobilière, de sa nouvelle voiture, de son prochain voyage à Aspen. Je picorais mon poulet rôti, essayant de rester invisible. Puis Chloé a tourné son attention laser sur moi. « Alors, Alex me dit que tu es programmeur, Jason, demanda-t-elle. La façon dont elle prononçait « programmeur » le faisait ressembler à « inspecteur de termites ». Je suis un scientifique des données, ai-je corrigé doucement. Je gère ma propre entreprise. Elle me coupa avec un rire cristallin. Oh, c'est adorable. Tu as ta propre petite entreprise de tableur. C'est tellement mignon que tu aies un hobby qui paie les factures. La table éclata de rire. Pas un rire méchant ou cruel,
mais quelque chose de pire. Le genre de rire dédaigneux et condescendant. Mon frère Alex lui passa un bras sur l'épaule, rayonnant. C'est une vraie bombe, n'est-ce pas? Ma mère intervint, sa voix dégoulinante de fausse inquiétude. Jason, mon cher, nous nous inquiétons. Ce monde est si instable. Pas comme le travail d'Alex. Solide, tangible. Mon père, Richard, s'éclaircit la gorge. Un signal qu'un verdict était imminent. Ton frère construit des choses, Jason. Il traite avec des gens qui ont de vrais actifs. Toi, tu es assis dans une pièce sombre et tu tapes. Nous voulons juste que tu aies un avenir sûr. Chaque mot était une pierre soigneusement placée construisant un mur autour de moi. Le message était clair. Tu es moins. Tu n'es pas l'un des nôtres. J'ai regardé Chloé. Elle me regardait. Un petit sourire suffisant sur son visage. Elle me testait, voyant jusqu'où elle pouvait pousser le souffre-douleur désigné de la famille. Et ma famille la laissait faire. Ils appréciaient le spectacle. Le coup de grâce est venu quand j'ai essayé d'expliquer ce que je faisais réellement. J'ai développé une IA de comptabilité forensique, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Elle est conçue pour détecter la fraude financière sophistiquée. Chloé agita une main dismissive. Oh, chérie, laisse ça au grand. Mon cabinet cherche en fait à acquérir une petite entreprise d'IA en ce moment. De vrais professionnels. Ils ont un algorithme brillant qui va changer la donne. Elle me regarda de haut en bas. C'est un peu hors de ta ligue. C'était ça. La dernière tape condescendante sur la tête. Mon frère ricana. Mes parents acquiescèrent. J'ai posé ma fourchette et mon couteau sur mon assiette. Le cliquetis métallique, anormalement fort dans le silence soudain. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé elle, eux tous, et j'ai laissé le silence planer. Mon père le brisa. Jason, ne sois pas impoli, siffla-t-il à travers la table. Arrête de faire honte à la famille. Arrêtez de les faire paraître mauvais. Pas, défends-toi. Pas, ça suffit. Mon rôle était d'absorber les coups et de protéger l'image immaculée de la famille. J'ai repris ma fourchette, mais je n'ai pas mangé. Je suis resté assis là. Un fantôme à la table de ma propre famille, le goût des cendres dans la bouche. Et à ce moment-là, quelque chose en moi, quelque chose qui avait été dormant pendant des années, a commencé à se réveiller. En rentrant chez moi cette nuit-là, les lumières de la ville s'estompaient en longues traînées floues à travers mon pare-brise. Les rires de la table du dîner résonnaient dans mes oreilles. Un chœur fantôme qui chantait la même mélodie depuis 30 ans. Ce n'était pas seulement Chloé. Elle n'était que la nouvelle voix dans un chœur de mépris. Mon esprit vagabonda. J'avais 10 ans, je me tenais fièrement dans le salon à côté de mon projet de foire scientifique. Un volcan miniature, méticuleusement fabriqué, prêt à entrer en éruption avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. J'avais gagné la première place, mais personne ne regardait. Ils étaient tous rassemblés autour d'Alex, qui venait d'annoncer qu'il avait intégré l'équipe de basketball junior. Mon ruban bleu était posé sur la table basse, inaperçu. Puis vint la remise des diplômes du lycée. J'étais le major de promotion. J'avais préparé un discours sur la poursuite des rêves et l'avenir de la technologie. Je l'ai prononcé devant un amphithéâtre à moitié vide parce que mes parents et mes proches avaient dû partir tôt. Pourquoi? Alex avait un match de football important cet après-midi-là, un match amical de pré-saison. Je les ai trouvés plus tard, célébrant son unique but comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Ma plaque de major de promotion a fini dans une boîte dans le garage. C'était un schéma, un système. Alex était le soleil. J'étais la planète dans une orbite froide et lointaine, parfois reconnue mais jamais vraiment vue. Ma passion pour les ordinateurs était une bizarrerie. Ma nature tranquille était une déficience sociale. Mes réussites étaient, gentilles, chères. Les moindres succès d'Alex étaient une raison de champagne et de louanges. Le souvenir le plus douloureux, celui qui ressemblait encore à une plaie ouverte, datait d'il y a 5 ans. J'avais les bases de mon IA Aurelia Analytics. Ce n'était qu'un concept alors, mais un concept puissant. J'avais besoin d'un petit investissement de départ, juste $20 000 pour obtenir l'espace serveur et les licences logicielles afin de construire un prototype fonctionnel. J'ai écrit un plan d'affaires complet.
J'ai répété mon discours. Je l'ai présenté à mon père dans son bureau. Il a écouté avec une expression douloureuse comme si je décrivais une maladie terminale. Jason, je ne peux pas, dit-il en secouant la tête. C'est trop risqué, cette fantaisie informatique. Tu as besoin d'un vrai travail avec un vrai salaire. 2 semaines plus tard, il a acheté à Alex une toute nouvelle BMW en guise de félicitations pour avoir été nommé vendeur du mois dans son agence immobilière. 20 000 $ auraient été une erreur d'arrondi sur cette voiture. Je me souviens avoir demandé à ma mère pourquoi. Ton père et moi, nous avons mis beaucoup d'argent dans le fonds universitaire d'Alex et pour le lancer, expliqua-t-elle comme si c'était la chose la plus logique du monde. Sa carrière est une valeur sûre. Nous devons être intelligents avec nos investissements. Tu comprends? J'ai compris. Je n'étais pas un investissement intelligent. J'étais le cas de Charité, celui dont on espérait qu'il se débrouillerait tout seul pour ne pas être un fardeau pour les ressources ou la réputation de la famille. Je ne leur ai plus jamais demandé un sou. J'ai travaillé 2 emplois, codé pendant les nuits, et construit ma fantaisie informatique seule. Alimenté par le café et une colère tranquille et brûlante. Cette nuit-là, après la performance de Chloé, j'ai réalisé que rien n'avait changé. À leurs yeux, j'étais toujours le petit garçon avec le projet de foire scientifique, attendant des applaudissements qui ne viendraient jamais. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit dans le silence auquel ils m'avaient relégué. Et en entrant dans mon allée, une pensée froide et dure a cristallisé dans mon esprit. Il était peut-être temps que je leur montre. Je ne suis pas rentré chez moi. Impossible. Le silence de mon appartement aurait été assourdissant. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'au petit immeuble de bureau sans prétention où je louais quelques pièces. Le siège social officiel d'Aurelia Analytics. Ce n'était en fait qu'un espace de travail glorifié pour moi et mon cofondateur, Ben. Je l'ai trouvé exactement où je m'attendais, penché sur un clavier, baigné par la lueur de 3 moniteurs, une boîte à pizza à moitié vide à côté de lui. Ben était mon meilleur ami depuis l'université. C'était la seule personne sur la planète qui me voyait non pas comme le frère bizarre d'Alex, mais comme un partenaire égal. Il leva les yeux quand j'entrai, ses yeux enregistrant immédiatement la tempête sur mon visage. « Ouah » dit-il, se penchant en arrière dans sa chaise. « Laisse-moi deviner, dîner dominical. » Je m'affalai dans l'autre chaise, le cuir bon marché gémissant en signe de protestation. Je n'ai même pas eu besoin de dire grand-chose. Je lui ai juste donné les points essentiels. Les remarques condescendantes de Chloé. La participation joyeuse de ma famille. Le dernier ordre cinglant de mon père. Ben écouta patiemment, son expression se durcissant à chaque mot. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment. Il fit pivoter sa chaise vers son écran, tapa quelques commandes et ouvrit un fichier. « Tu sais, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Pendant que tu te faisais agresser verbalement autour d'un pot-au-feu, j'étais en communication avec l'équipe M&A de Sterling Westwood. Sterling Westwood, le gigantesque conglomérat technologique qui était dans les dernières étapes de notre acquisition. Et mes propres problèmes furent momentanément oubliés. Ben se retourna vers moi, un sourire féroce sur son visage, et leur directeur des acquisitions, un gars nommé Harrison, t'a appelé, toi, pas l'entreprise spécifiquement, le seul atout le plus précieux de toute cette affaire. Il a dit, ton cerveau est la raison pour laquelle il paie 8 chiffres. Il veut que tu diriges leur nouvelle division IA après la fusion. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Un contraste frappant avec les échos du ridicule de ma famille. Un hobby qui paie les factures. Une petite entreprise de tableurs. Hors de ta ligue. Ils ne savent pas, mec, dit Ben, sa voix s'adoucissant. Ils n'ont aucune idée de qui tu es. Ils ne veulent pas savoir, dis-je, l'amertume me montant de nouveau à la gorge. Ils ont la version de moi avec laquelle ils sont à l'aise. L'échec. Cela fait mieux paraître Alex. Ben acquiesça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La question était simple, mais la réponse semblait monumentale. Pendant des années, je n'avais rien fait. J'avais absorbé. J'avais accepté mon rôle. Mais assis là, dans le doux bourdonnement des serveurs qui contenaient le travail de ma vie, j'ai senti un changement. C'était le pourquoi. Pourquoi avais-je travaillé si dur? Pourquoi avais-je sacrifié le sommeil et une vie sociale pendant des années? Ce n'était pas juste pour construire quelque chose.
C'était pour prouver quelque chose. Comme par hasard, mon téléphone a vibré. C'était un email. La ligne d'objet était festive, ornée de confettis numériques. Vous êtes invités. Fête de fiançailles d'Alex et Chloé. Je l'ai ouvert. C'était une invitation formelle somptueuse. Une célébration de l'union qui, quelques heures auparavant, avait essayé de briser mon esprit par inadvertance. Il m'invitait à revenir dans le giron, s'attendant à ce que je me présente, souris et joue mon rôle. C'était un test, une demande de ma reddition. Ben me regarda le lire. Tu n'y vas pas vraiment, n'est-ce pas? J'ai regardé de l'écran à Ben, et un sourire lent et froid s'est étendu sur mon visage. Oh, j'y vais, dis-je. Je ne le raterai pour rien au monde. Pendant 2 jours, j'ai fixé cette invitation numérique. Elle était dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pendant des années, voulait simplement la supprimer, envoyer un poli, désolé, je ne peux pas venir, et me retirer dans la sécurité de mon travail. Ce serait plus facile, ce serait plus calme. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le sourire suffisant de Chloé. J'entendais le sifflement de mon père. Arrête de faire honte à la famille. Ce n'était pas juste une invitation. C'était une convocation. Il me disait sans mots de revenir et de m'aligner pour accepter la nouvelle reine de la famille et ma place au bas de la hiérarchie. Mon refus serait perçu comme de la puérilité. Ma présence comme une soumission. J'étais sur le point d'archiver l'email pour la 10e fois quand un nouveau est apparu. Il venait d'une adresse cryptée anonyme. Le genre de chose qui déclenche immédiatement des sonnettes d'alarme. La ligne d'objet n'était que 3 lettres. VCF. VCF, Venture Capital Fund, le monde de Chloé. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Le message était court, critique. Sois prudent. VCF n'achète pas. Ils volent. Ils essaient de faire de l'ingénierie inverse sur l'algorithme de leur cible d'acquisition d'IA. Le directeur qui la dirige pense que le fondateur est un petit gars qu'ils peuvent écraser. Ne sois pas ce petit gars. J'ai fixé les mots. Une froide angoisse m'envahit. Il y avait des dizaines d'entreprises d'IA que VCF pourrait cibler. Cela pourrait être une coïncidence. Cela pourrait être un faux numéro. Une erreur d'identité. Mais ce n'était pas le cas. Mon esprit est revenu au dîner. Mon cabinet cherche en fait à acquérir une petite entreprise d'IA en ce moment, avait dit Chloé, ils ont un algorithme brillant. Puis les questions insistantes déguisées en piques condescendantes. La façon dont elle avait insisté pour obtenir des détails sur mon travail. Ce n'était pas juste de la moquerie. C'était de la reconnaissance. Elle n'essayait pas seulement de me remettre à ma place. Elle évaluait la concurrence. Non, pas la concurrence. La cible. L'email anonyme était un coup de semonce. Une fusée éclairante dans le noir. Quelqu'un de l'intérieur savait ce qui se passait. Quelqu'un essayait de me prévenir. Mes mains ont commencé à trembler, non pas de peur, mais d'une rage incandescente soudaine. Elle s'était assise à la table de mes parents, avait accepté leur hospitalité, avait ri à mon visage, et tout ce temps, elle planifiait de vider mon entreprise et de voler le travail de ma vie. L'arrogance pure et simple de cela était à couper le souffle. Et ma famille lui avait donné le couteau. Il m'avait présenté sur un plateau d'argent. Le fou de la famille, le nerd inoffensif dont le petit hobby ne valait pas la peine d'être considéré. Son plus grand avantage était leur perception de moi. Elle comptait sur le fait que j'étais la personne qu'ils pensaient tous que j'étais. Faible, non conflictuel, facilement ignoré. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon bureau. Les pièces s'emboîtaient avec une clarté effrayante. C'était plus qu'une insulte familiale. C'était de l'espionnage industriel. C'était du vol. Et Chloé en était le centre. J'ai rouvert l'invitation à la fête de fiançailles sur mon écran. Ma décision n'était plus compliquée. C'était simple, nécessaire. J'ai cliqué sur RSVP. Participant 1. La donne avait changé. Ils pensaient qu'ils invitaient un invité, mais je venais en tant qu'auditeur et j'allais mener une analyse forensique complète de leurs mensonges. Le tuyau anonyme fut l'étincelle. Maintenant,
j'avais besoin de preuves. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un état d'intensité hyper concentré. Ben et moi avons transformé notre bureau en salle de guerre. Nous avons vécu de café et de la satisfaction sombre de la chasse. J'ai commencé là où n'importe quel scientifique des données commencerait, avec les données. J'ai plongé en profondeur dans nos journaux d'accès au serveur. L'algorithme principal d'Aurelia était protégé par des couches de sécurité, mais nous avions une version de démonstration sandbox que nous fournissions aux investisseurs potentiels sous des accords de non-divulgation stricts. Sterling Westwood y avait accédé, bien sûr. Leur activité était propre, professionnelle. Ils respectaient les limites. Puis j'ai trouvé un autre ensemble d'identifiants d'accès. Ceux que nous avions délivrés à VCF, le fonds de Chloé. Les journaux racontaient une histoire. Leur accès initial était normal, des requêtes standards. Mais au cours de la dernière semaine, l'activité était devenue agressive. Ils ne se contentaient plus de tester les capacités du logiciel. Ils martelaient ces murs, cherchant des fissures. Il y avait des tentatives répétées pour accéder au répertoire du code source. Toutes bloquées par nos pare-feux. Ils essayaient de regarder sous le capot. C'était l'équivalent numérique d'essayer de crocheter une serrure. C'était accablant, mais c'était circonstanciel. J'avais besoin de plus. Mon esprit est retourné au dîner, rejouant chaque mot. Les questions de Chloé n'avaient pas été seulement générales. Elle avait demandé quel langage de programmation spécifique j'utilisais pour le réseau neuronal. Elle s'était renseignée sur mon cadre de traitement des données. À l'époque, j'avais rejeté cela comme une conversation oisive et ignorante. Maintenant, je voyais cela pour ce que c'était, une expédition de pêche. Elle essayait de me faire donner les plans gratuitement. Puis, une pensée plus sombre m'est venue à l'esprit. Comment Chloé avait-elle même su suffisamment de choses sur mon projet pour me cibler en premier lieu? J'étais pathologiquement secret sur mon travail. Seule une poignée de personnes savaient ce que je construisais vraiment. Ben, quelques entrepreneurs de confiance, et mon cœur s'est serré et ma famille. J'avais essayé de leur expliquer mon travail au fil des ans, dans mes moments de fol optimisme. J'avais partagé mes progrès, espérant un soupçon d'intérêt ou de fierté. Je me suis souvenu d'une conversation il y a quelques mois lors d'un barbecue familial. Je parlais à mon cousin David. David avait toujours été le bon cousin, celui qui semblait s'intéresser. Je lui avais parlé d'une percée majeure que j'avais eue avec la modélisation prédictive de l'IA. Alex était arrivé avec une bière à la main et nous avait entendus. Toujours en train de bricoler avec ton cerveau robot, avait-il plaisanté. Tu devrais trouver un vrai hobby, comme le golf. David m'avait défendu. Non, mec. C'est vraiment cool ce truc. Jason construit quelque chose de grand. À l'époque, j'avais été reconnaissant du soutien de David, mais maintenant un soupçon écœurant a commencé à se former. Alex avait entendu et Alex avait parlé à Chloé. Je devais le confirmer. J'ai sorti nos outils d'analyse du trafic réseau. J'ai commencé à croiser les adresses IP qui avaient mené les attaques sur notre serveur. La plupart étaient masquées derrière des VPN, mais quelques-unes des tentatives antérieures plus bâclées ne l'étaient pas. Elles remontaient à une adresse IP résidentielle. J'ai effectué une recherche. Le résultat fut comme un coup de poing dans l'estomac. L'adresse était enregistrée à David, mon cousin, celui qui avait toujours semblé être de mon côté. Il n'avait pas seulement écouté lors de ce barbecue. Il avait recueilli des informations et les avait transmises. La trahison était si profonde qu'elle me laissa essouffler. Ce n'était pas seulement Chloé. C'était une affaire de famille. J'ai appelé David immédiatement. Pas de préambule, pas de petite conversation. Pourquoi, David, ai-je demandé, ma voix dangereusement silencieuse. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Jason, de quoi parles-tu? Il semblait sincèrement confus. Et pendant une seconde, j'ai presque douté de moi. L'adresse IP, David, celle qui essaie de pénétrer les serveurs de mon entreprise depuis une semaine. C'est la tienne. Le silence qui suivit était lourd de culpabilité. Je pouvais entendre sa brusque inspiration. Il était pris. Je ne sais pas ce que tu veux dire, balbutia-t-il, mais le mensonge était aussi fin que du papier. Arrête tes conneries, j'ai claqué, ma patience épuisée. Tu leur as dit?
Tu as parlé à Alex et Chloé de mon projet? Il a finalement craqué. Sa voix était un chuchotement pathétique. J'ai juste mentionné ça à Alex. Je pensais que c'était cool ce que tu faisais. Je me vantais de toi. Me vanter? J'ai ri. Un rire dur et sans humour. Tu leur as donné les clés du royaume, David. Tu leur as dit juste assez pour qu'ils me trouvent, pour qu'ils me ciblent. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça, supplia Théil. Je te jure, Jason. Alex a juste dit que l'entreprise de Chloé était intéressée par des trucs techniques et j'ai mentionné Tonton Startup. Je n'en avais aucune idée, mais je savais que c'était aussi un mensonge. David était intelligent. Il travaillait dans la finance. Il savait exactement ce que, intéressé par des trucs techniques, signifiait quand cela venait d'un requin du capital risque comme Chloé. Il ne l'avait pas fait pour m'aider. Il l'avait fait pour s'attirer les faveurs d'Alex, la branche réussie de l'arbre généalogique. Il avait vendu mon secret pour quelques tapes dans le dos de l'enfant chéri. Il avait choisi son camp. Peu importe ce que tu savais, dis-je, ma voix devenant glaciale. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Je l'entendais commencer à paniquer. S'il te plaît, Jason, ne dis rien à tes parents ou à Alex. C'était une erreur. Une erreur. Trahir des années de confiance était une erreur. Aider un prédateur à cibler sa propre famille était une erreur. La désinvolture de cela, la lâcheté, était presque pire que l'acte lui-même. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était désolé d'avoir été pris. Il s'inquiétait des conséquences pour lui-même, pas pour moi. Il s'inquiétait de devoir prendre un avocat. Ne t'inquiète pas, David, dis-je. Et la froideur dans ma propre voix me surprit. Je ne vais le dire à personne. Oh, Dieu merci, Jason. Merci, Dash. Je vais leur montrer, l'interrompis-je. À tous. J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne puisse répondre, le laissant mijoter dans le silence de sa propre trahison. La confirmation de la trahison de David était la dernière pièce du puzzle. Elle a rompu le dernier fil du doute, le dernier soupçon d'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. C'était une attaque coordonnée, et ma propre famille, mon propre sang, avait été complice. Je me suis tourné vers Ben, le visage figé comme de la pierre. Ils essaient de tout voler. L'expression de Ben était sombre. Alors, on riposte. Non, dis-je, une nouvelle et glaçante clarté m'envahissant. Nous ne ripostons pas. Nous les laissons croire qu'ils gagnent. Nous allons leur tendre un piège. Un piège magnifique, élégant, inévitable. Et la fête de fiançailles. C'est là que nous allons le déclencher. Ma décision était prise. Je ne défendais plus seulement mon entreprise. Je défendais ma vie, mon identité, mon existence même contre les personnes qui étaient censées me soutenir. J'allais à cette fête et j'allais réduire leur monde contrefait en cendres. Le plan était audacieux. Il était théâtral et il devait être parfait. Pendant la semaine suivante, Ben et moi avons travaillé avec la précision de chirurgiens. Nous n'étions plus seulement des programmeurs. Nous étions des architectes d'une chute. Le cœur du piège était un morceau de code que j'avais écrit moi-même. Nous l'avons appelé le honeypot. Nous avons créé une nouvelle section isolée de notre serveur de démonstration. Elle était conçue pour ressembler à une vulnérabilité, une porte dérobée vers le sein des saints, le code source de l'algorithme d'Aurélia. C'était un appât irrésistible pour une voleuse qui se croyait plus intelligente que tout le monde. Mais le honeypot avait un secret. Dès que quelqu'un y accédait, il déclenchait une alarme silencieuse de notre côté. Plus important encore, il commençait à tout enregistrer, les frappes au clavier, l'activité de l'écran, et le coup de maître, il activait le microphone de l'ordinateur de l'utilisateur. Nous ne verrions pas seulement ce qu'ils essayaient de voler. Nous les entendrions le planifier. C'était légalement discutable, mais après tout, l'espionnage industriel l'était aussi. Nous ne faisions que recueillir des preuves. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Ben, en regardant les lignes de code élégantes et vicieuses. « C'est joué sale. » « Ils ont commencé le jeu, Ben, répondis-je, mes yeux ne quittant pas l'écran. « Je vais juste le gagner. » Nous avons amorcé l'hameçon en envoyant un email de mise à jour du système à tous les utilisateurs de démonstration,
mentionnant un assouplissement temporaire de certains protocoles de sécurité pour la maintenance. C'était juste assez pour qu'un attaquant curieux se jette dessus. Puis nous avons planifié la révélation. Ma première pensée fut d'envoyer simplement les preuves à Sterling Westwood et de les laisser gérer. Mais ce n'était pas suffisant. Une exécution corporative silencieuse ne résoudrait pas le problème fondamental. Elle ne penserait pas la blessure que ma famille avait infligée. Cela devait être public. Cela devait être indéniable. C'est alors qu'une information cruciale m'est tombée dessus. Ben était en communication logistique finale avec Monsieur Harrison, le PDG de Sterling Westwood. Alors qu'il terminait, Harrison a mentionné ses plans pour le week-end. « Je dois prendre l'avion pour une fête de fiançailles », avait-il dit avec un léger soupir. La fille de mon ancien partenaire se marie. Un certain Richard Miller. Ben a failli laisser tomber le téléphone. Il m'a rapporté la nouvelle, les yeux écarquillés. « Jason, tu ne vas pas le croire. Harrison sera là à la fête. » C'était une coïncidence stupéfiante. Un cadeau de l'univers. Mon accusatrice, mon juge et mon plus grand champion seraient tous dans la même pièce. L'homme qui m'avait appelé son atout le plus précieux serait là pour témoigner de la trahison de Chloé de première main. La scène n'était pas seulement prête. Elle était maintenant remplie d'un casting de stars. La dernière pièce était le mécanisme de livraison. J'avais besoin d'un moyen de diffuser les preuves pour que toute la pièce les voie. J'ai appelé la coordinatrice de l'événement pour la fête, une femme nommée Isabelle, me faisant passer pour quelqu'un du bureau d'Alex. Je lui ai dit que je préparais une vidéo hommage surprise pour le recouple et que je devais m'assurer que mon ordinateur portable pouvait se connecter au projecteur principal. Elle m'a gentiment donné les spécifications techniques. Tout était en place. Le piège était tendu. Le public était confirmé. La scène attendait. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que la souris prenne le fromage. La nuit précédant la fête, une vague de doute m'a envahi. Le poids de ce que j'étais sur le point de faire me semblait immense. Ce n'était pas juste un coup de force corporatif. C'était une déclaration de guerre à ma propre famille. C'était un acte dont il n'y avait pas de retour. Je me suis retrouvé à faire défiler mes contacts et à m'arrêter sur un nom que je n'avais pas appelé depuis des années, Dr Anna Sharma. Elle avait été mon conseillère d'études supérieures, une femme brillante et gentille qui avait vu le potentiel en moi alors que je n'étais qu'un enfant nerveux plein d'idées. Elle était plus un mentor que mon propre père ne l'avait jamais été. J'ai composé son numéro, m'attendant à moitié à ce qu'elle ne réponde pas, mais elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Jason Miller », dit-elle, sa voix aussi chaleureuse et vive que je m'en souvenais. « À quoi dois-je cet inattendu plaisir ?» Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai juste commencé à parler. Je lui ai tout raconté. Les années passées dans l'ombre, le dîner, le complot de Chloé, la trahison, le piège que j'avais tendu. J'ai tout exposé, tout ce gâchis l'ayant enchevêtré. Elle a écouté sans interruption. Quand j'ai finalement terminé, la ligne est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai pensé que je l'avais peut-être choquée ou qu'elle penserait que j'étais vengeur et mesquin. C'est un sacré fardeau à porter, Jason, dit-elle finalement, sa voix pleine d'empathie. Et un sacré plan que tu as construit. C'est à la fois brillant et terrifiant. Je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout, avouai-je, les mots ayant le goût de l'échec. Cela semble destructeur. C'est destructeur, a-t-elle acquiescé. Mais parfois, il faut brûler une forêt malade pour permettre à de nouvelles choses de pousser. Laisse-moi te poser une question, et je veux que tu réfléchisses attentivement avant de répondre. Quel est ton objectif ici ? Est-ce la vengeance ou la libération ? La question a traversé toute ma colère et ma confusion. Vengeance. Le mot me semblait ardent et satisfaisant. Je voulais qu'il ressente la même humiliation que moi. Je voulais voir l'expression sur le visage de Chloé lorsque son monde s'écroulerait. Mais ensuite, j'ai pensé à ce qui viendrait après. Les cris, les accusations, les retombées inévitablement désordonnées. Et qu'est-ce que j'aurais ? Un bref moment de victoire suivi d'une vie de relations brisées et d'amertume. Libération. Cela semblait différent. Cela semblait la paix. Il s'agissait de dire la vérité, non pas dans le but de leur faire du mal, mais dans le but de me libérer. Libre de leurs attentes. Libre du rôle qu'ils m'avaient attribué.
libre du poids de leur approbation que je réalisais maintenant avoir recherché toute ma vie. Libération, répondis-je, ma voix calme mais certaine. Je veux juste être libre. Alors ton chemin est clair, dit le docteur Sharma. N'agis pas par colère. Agis par vérité. Présente les faits calmement et clairement. Ton objectif n'est pas de les détruire, mais de reprendre ton propre récit. Les conséquences de leurs actions sont à leur charge. Ta seule responsabilité est envers ta propre intégrité. Nous avons parlé encore un petit moment, mais ces mots étaient ce dont j'avais besoin. Elle m'avait donné une boussole. Je n'allais pas à la fête en tant que vengeur. J'y allais en tant que porteur de vérité. J'allais exposer mon cas, présenter mes preuves et m'en aller, laissant les décombres derrière moi pour ceux qui les avaient créés. J'ai raccroché le téléphone, un profond sentiment de calme s'installant en moi. Le doute était parti. À sa place, une résolution tranquille et inébranlable. Je savais ce que je devais faire. Je suis arrivé à la fête de fiançailles avec un élégant retard. J'avais choisi mon costume avec soin, un bleu marine classique, bien taillé. Ce n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais c'était confiant. Je voulais avoir l'air à ma place, et non comme le cas de charité qu'il me traitait toujours. Quand je suis entré, la salle était déjà animée. J'ai vu mes parents faire la cour, riant avec des gens que je ne reconnaissais pas. Ils m'ont vu et ma mère m'a fait un petit signe de main serrée, ses yeux balayant déjà la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'heureux couple me trouve. Alex s'est approché avec arrogance, un verre de champagne à la main. Chloé était accrochée à son bras comme un accessoire de créateur. Le voilà, a tonné Alex, me tapant un peu trop fort sur l'épaule. Content que tu aies pu venir, petit frère. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais trop occupé avec ton tu sais. Il a agité sa main vaguement comme s'il essayait de saisir le concept de mon travail dans l'air. Chloé a souri, une expression venimeusement douce. Nous parlions justement de toi, Jason. Je disais à Alex à quel point je suis impressionné par ton dévouement. C'est si rare de voir quelqu'un d'aussi passionné par ses petits projets. L'appât était évident. Il voulait une réaction. Il voulait que je sois décontenancé, que je me défende, que je joue mon rôle dans leur petit drame. Mais les mots du docteur Sharma résonnaient dans ma tête. Agis par vérité, pas par colère. Alors j'ai souri en retour. Un sourire calme et sincère. Merci, Chloé. Cela signifie beaucoup. En fait, mon petit projet est sur le point de connaître une très grande semaine. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Ma réponse a semblé les déstabiliser. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Les yeux de Chloé se sont plissés pendant une fraction de seconde avant que son sourire parfait ne reprenne sa place. Juste à ce moment-là, un homme avec une chevelure argentée et une aura d'autorité tranquille s'est approché de notre groupe. Mon cœur a fait un petit bond. C'était Monsieur Harrison. Mon père s'est précipité, le visage étiré dans un sourire sycophante. Harrison, si content que vous ayez pu venir. Vous connaissez mon fils, Alex, bien sûr, et voici sa brillante fiancée, Chloé. Harrison leur a serré la main poliment. Ses yeux se sont ensuite posés sur moi. Il a marqué une pause, un éclair de reconnaissance dans son regard. Il connaissait mon visage de nos appels vidéo. J'ai vu la question se former dans son esprit. Et c'est notre autre fils, Jason, dit mon père presque comme une pensée après coup. Les sourcils de Harrison se sont levés. Il m'a tendu la main, sa poignée de main ferme et chaleureuse. Jason, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Nous sommes tous incroyablement enthousiastes à propos du travail que vous avez accompli. Un silence confus s'est abattu sur ma famille. Alex regardait de Harrison à moi, un froncement de sourcils lui plissant le front. Le sourire de Chloé s'est resserré sur les bords. Mon père avait l'air complètement déconcerté. « Vous vous connaissez ?» demanda mon père. « D'une certaine manière, » dit Harrison en douceur, ses yeux pétillants. « Jason est une sorte de légende dans notre département RD. » Avant que quiconque ne puisse assimiler cela, Chloé, toujours opportuniste, a interrompu. « Oh, Jason est plein de surprises, » dit-elle avec un léger rire, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Elle s'est tournée vers moi, sa voix dégoulinante de fausse admiration.
J'espère qu'un jour votre entreprise sera remarquée par un grand fonds comme le mien. Il faut juste continuer à rêver, n'est-ce pas? C'était la réplique, le dernier coup arrogant, le signal parfait, je lui ai donné un sourire serein. Vous savez, Chloé, dis-je, ma voix juste assez forte pour que notre petit groupe l'entende, je pense que vous allez être très intéressé par ce qui va se passer ensuite. Sur la scène, le maître de cérémonie tapotait le microphone. C'était l'heure du toast. C'était l'heure du début du spectacle. Alex, se prélassant sous les projecteurs, a prononcé un court discours d'auto-félicitation. Il a remercié tout le monde, a fait l'éloge effusif de Chloé, et puis, avec un sourire suffisant, il m'a appelé sur scène. C'était le moment qu'il attendait, l'affirmation publique de notre hiérarchie familiale. Je suis monté, la petite télécommande, fraîche et solide dans ma main. J'ai ajusté le microphone. La pièce était silencieuse, en attente. Merci, Alex, ai-je commencé. Je n'ai pas préparé un long discours. J'ai toujours cru que les actions parlaient plus fort que les mots, et dernièrement, j'ai été mis au courant d'actions très intéressantes. J'ai regardé directement Chloé. Son sourire commençait à paraître forcé. Chloé, en particulier, a montré un intérêt remarquable pour le monde de l'IA de comptabilité forensique. Elle a été si curieuse de mon petit projet. Alors, j'ai pensé qu'au lieu d'un toast, je partagerais un petit morceau de ce projet avec vous tous. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran derrière moi s'est animé. Ce n'était pas une présentation PowerPoint. C'était un enregistrement d'écran. La date et l'heure étaient dans le coin. 2 nuits auparavant, l'utilisateur était connecté au réseau de VCF. La souris se déplaçait frénétiquement, essayant d'ouvrir des répertoires de pare-feu. Mon honeypot. Un souffle collectif a traversé la pièce. Au premier rang, ma mère a mis une main sur sa bouche. Mon père était à moitié debout de sa chaise, son visage un orage. Puis est venu l'audio. C'était la voix de Chloé, nette et immistakable. Allez, trouvez l'algorithme principal. Sa voix a résonné dans le système sonore de la salle de bal. Nous avons juste besoin du code source et nous pourrons construire notre propre clone. Au moment où nous lancerons, le petit nerf de la comptabilité qui a construit ça ne saura jamais ce qui l'a frappé. La pièce était complètement silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'épais tapis. Le visage de Chloé était blanc comme un drap. Elle avait l'air d'avoir été transformée en pierre. Alex fixait l'écran, puis elle, son expression un mélange de confusion et d'horreur. La vidéo a continué. Elle la montrait dirigeant une petite équipe essayant de contourner ma sécurité. Elle enregistrait sa frustration, sa cupidité, son mépris absolu pour le fondateur anonyme qu'elle essayait de voler. Lorsque la vidéo s'est terminée, j'ai laissé la dernière phrase accablante planer dans l'air silencieux. Puis je me suis tourné vers le microphone, le petit nerf de la comptabilité dont elle parle. C'est moi, dis-je, ma voix résonnant avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'entreprise qu'elle essayait de voler, Aurelia Analytics, est mon entreprise. J'ai fait une pause, laissant cela s'assimiler. J'ai regardé Monsieur Harrison, qui observait la scène se dérouler avec une expression sombre et indéchiffrable. Et il y a une dernière chose, dis-je, tournant mon regard vers Chloé. Vous avez dit que vous cherchiez à acquérir une brillante entreprise d'IA. Vous aviez raison. Sterling Westwood, la société de Monsieur Harrison, a finalisé cette acquisition ce matin. À partir de demain, Aurelia Analytics deviendra leur nouvelle division IA. Et dans le cadre de cet accord, j'ai accepté un nouveau rôle. J'ai laissé la tension monter, mes yeux rivés sur les siens. Je dirigerai cette division. Donc, d'une certaine manière, vous aviez raison, Chloé. Votre fonds est très intéressé par mon travail. Parce qu'à partir de demain matin, je suis le patron de votre patron. La finalité de cette déclaration frappa la pièce comme un coup physique. Chloé vacilla sur ses pieds, sa main agrippant le bras d'Alex pour se soutenir. Il la repoussa, son visage un masque de dégoût et d'humiliation. Mes parents semblaient avoir vu un fantôme. Monsieur Harrison se leva. Il ne dit pas un mot. Il me regarda simplement et fit un seul hochement de tête décisif. C'était toute la confirmation dont on avait besoin. Le verdict était tombé. L'affaire était close. Ce fut le moment qui changea tout, le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie.
Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton « J'aime » et laissez un « dans les commentaires ci-dessous juste pour que je sache que vous étiez là avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mon expérience signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est la principale raison pour laquelle j'ai le courage de continuer à partager le reste de ce voyage. La fête a implosé. Elle ne s'est pas terminée. Elle s'est brisée. Les gens ont commencé à murmurer, jetant des regards choqués à Chloé et à ma famille, puis ont commencé à s'éclipser discrètement. Ils ne voulaient pas être associés aux retombées. Chloé est restée figée pendant encore 10 secondes avant de se retourner et de fuir, bousculant des invités stupéfaits. Alex ne l'a pas suivi. Il est resté là, le visage pâle, me regardant avec une horreur naissante, comme s'il me voyait pour la première fois. Il ne regardait pas son frère raté. Il regardait l'homme qui venait de faire exploser publiquement sa vie parfaitement orchestrée. Monsieur Harrison s'est frayé un chemin à travers la foule qui se dispersait et est venu directement à moi. Il m'a de nouveau serré la main, cette fois avec un nouveau niveau de respect dans les yeux. C'était peu orthodoxe, dit-il, un sourire ironique jouant sur ses lèvres, mais efficace. Vous avez fait ce qu'il fallait, Jason. L'intégrité est le seul atout auquel on ne peut pas fixer de prix. Il a jeté un coup d'œil à une femme à la coupe de cheveux sévère qui parlait doucement mais intensément dans son téléphone. C'est Madame Vance, la directrice générale de Chloé. J'imagine que Chloé aura des nouvelles de son avocat avant d'avoir celles des ressources humaines. Chez Sterling Westwood, nous ne faisons pas affaire avec les voleurs. Il m'a fait un dernier signe de tête et est parti, laissant derrière lui une trace d'autorité tranquille. Madame Vance m'a fait un bref hochement de tête, presque imperceptible, avant de se retourner à son tour et de sortir. Le message était clair. Chloé était finie. Le personnel a commencé à débarrasser les tables autour des quelques invités restants. Ma famille était blottie ensemble. Une petite île de misère dans l'immense salle. De Carole, ma tante manipulatrice, chuchotait furieusement à ma mère. Mon cousin David essayait de se rendre invisible dans un coin, l'air physiquement malade. Je les ai tous ignorés. Je me suis dirigé vers le bar ouvert, me suis versé un verre d'eau et l'ai bu lentement. Je me sentais calme, vide, mais calme. La tempête était passée, et j'étais toujours debout. Alex a finalement dégelé et a titubé vers moi, les yeux fous de désespoir. Pourquoi a-t-il étouffé? Pourquoi as-tu fait ça, Jason? Tu as tout ruiné. Nous allions être une famille. Nous n'avons jamais été une famille, Alex, ai-je dit, ma voix dénuée de chaleur. Nous étions une distribution de personnages dans une pièce, et j'étais fatigué de mon rôle. Chloé n'a pas ruiné ça. Vous l'avez fait. Vous tous. Vous l'avez laissé se moquer de moi. Vous m'avez rabaissé. Vous m'avez ignoré. Vous pensiez que je n'étais rien. Vous venez d'apprendre que je ne le suis pas. Il me fixa, sans voix. Pour la première fois de sa vie, mon frère chéri n'avait pas de réplique spirituelle, pas de charmante dérobade. Il n'avait rien. Il avait construit sa vie sur une base de supériorité sur moi, et cette fondation venait de s'effondrer en poussière. J'ai posé mon verre vide sur le bar, lui ai tourné le dos et suis sorti de la salle de bal sans me retourner. J'ai presque atteint ma voiture. Ils m'ont rattrapé dans le parking souterrain. Une délégation petite, désespérée et brisée, mon père, ma mère et Alex. Jason, attends, a crié mon père. J'ai arrêté, mais je ne me suis pas retourné. J'ai juste attendu. Tu ne peux pas juste partir, a dit ma mère, sa voix tremblante d'une fureur qui remplaçait rapidement son choc. Tu as fait honte à cette famille d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu as humilié ton frère. Tu as détruit son avenir. Je me suis finalement tourné pour leur faire face. Les lumières du garage projetaient de longues ombres déformées. Il semblait petit et fragile sous les néons bourdonnants. Mon avenir était en jeu, ai-je dit, ma voix égale. Chloé allait voler mon travail. Avez-vous entendu cette partie? Ou étiez-vous trop concentré sur l'embarras social? Elle était ambitieuse, a craché mon père. Peut-être qu'elle est allée trop loin, mais toi, tu as géré ça sans aucune classe. Tu as étalé notre linge sale en public. Ce n'était plus notre linge sale à partir du moment où vous l'avez choisi elle plutôt que moi,
ai-je répondu, ce n'était plus notre linge sale chaque fois que vous le félicitiez de respirer et me critiquiez de réussir. Vous ne vouliez pas un fils. Vous vouliez un reflet de vous-même. Et quand je n'étais pas ça, vous avez essayé de me briser. Alex s'est avancé. Un divorce aurait été moins désordonné que ça. Jason, tu aurais pu juste me le dire. J'ai ri. Un vrai rire, authentique. Te le dire? Dire à l'homme qui a ri le plus fort quand sa fiancée a qualifié le travail de ma vie d'adorable? Tu n'aurais pas écouté. Tu n'écoutes jamais. Tu attends juste ton tour de parler. Un lourd silence s'est installé entre nous. À ce moment-là, j'ai vu la vérité. Il n'était pas désolé. Ils n'étaient pas horrifiés par la trahison ou le vol. Ils étaient horrifiés que j'ai révélé la vérité. Ils étaient en colère que j'ai bouleversé l'équilibre délicat de leur monde, un monde construit sur la fiction commode de ma médiocrité. J'en ai fini, ai-je dit doucement. Mais les mots portaient le poids d'un jugement final. J'en ai fini d'être votre déception. J'en ai fini d'être votre tremplin. J'en ai fini d'avoir besoin de votre approbation. Ma mère a commencé à pleurer, mais c'était des larmes de frustration, pas de remords. Et nous? Après tout ce que nous avons fait pour toi, ce que vous avez fait, c'est m'apprendre une précieuse leçon, ai-je dit, les regardant chacun dans les yeux. C'est que parfois, la famille dans laquelle vous êtes né n'est pas la famille que vous parvenez à garder. Au revoir. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans mon rétroviseur, je les ai vus là. 3 figures diminuant dans la lumière crue du parking souterrain. Je ne ressentais plus de colère ni de tristesse. Je me sentais juste libre. Pour la première fois de ma vie, je roulais vers un avenir qui était entièrement le mien. 6 mois peuvent sembler une éternité. Le monde n'a pas cessé de tourner après la tristement célèbre fête de fiançailles, mais le mien a été recréé. La fusion avec Sterling Westwood s'est déroulée sans accroc. Mon nouveau titre était vice-président de la division Innovation IA. Cela sonnait absurdement corporatif, mais le travail était tout ce dont j'avais rêvé. J'avais des ressources. J'avais une équipe d'esprits brillants qui me défiait et me respectait. J'avais un patron, Monsieur Harrison, qui me traitait comme un partenaire. Nous ne faisions plus seulement de la détection de fraude. Nous construisions des modèles prédictifs pour prévenir les crises financières, créant des outils qui pouvaient véritablement aider les gens. Mon petit projet changeait le monde à sa petite échelle. La transition n'était pas seulement professionnelle. Elle était personnelle. Le Jason calme et réservé, qui évitait la confrontation, a commencé à s'estomper. À sa place se trouvait un homme qui parlait avec confiance dans les salles de conseil, qui n'avait pas peur d'exprimer son opinion, qui faisait confiance à son propre jugement. Le fantôme des dîners de famille avait enfin disparu. J'ai renoué avec de vieux amis, ceux que j'avais négligés pendant les années passées à coder dans l'isolement. J'ai recommencé à sortir, prudemment au début, mais avec une nouvelle compréhension de ce à quoi ressemblait une relation saine. Il ne s'agissait pas de dynamique de pouvoir ou de statut social. Il s'agissait de respect mutuel. C'était une révélation. Ma famille, pour la plupart, était silencieuse. J'ai appris par la rumeur que les retombées avaient été catastrophiques. La rupture d'Alex et Chloé fut immédiate et laide. Il avait essayé de sauver sa réputation, mais l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans leurs cercles sociaux. Il n'était plus l'enfant chéri. Il était l'idiot qui avait été berné par sa fiancée et publiquement démantelé par son propre frère. Il a perdu des clients. Il a perdu son assurance. Il a perdu la seule chose qui lui importait vraiment, son image. Je n'en tirais aucune jouissance. Honnêtement, je ne pensais presque plus à eux. C'était comme un bruit de fond qui avait enfin été coupé. Le silence était paisible. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le bouton vert. Bonjour, Jason. C'est Madame Gable. J'étais stupéfait. Madame Gable était notre voisine depuis des années. Une veuve douce et tranquille qui était une amie de longue date de ma mère. Je l'avais toujours appréciée. Madame Gable, bonjour. C'est tellement bon d'entendre votre voix, dis-je, sincèrement surpris. Oh, mon cher. Je suis désolé de vous déranger au travail, dit-elle. Je voulais juste j'étais à cette fête,
Jason, et je voulais vous dire que j'attendais depuis 30 ans que quelqu'un leur tienne enfin tête. J'ai toujours su que vous étiez spécial. Les personnes discrètes le sont toujours. Je suis si terriblement fier de vous. Les larmes me sont venues aux yeux d'être vu, vraiment vu par quelqu'un qui avait été là depuis le début. Cela signifiait plus que n'importe quelle promotion ou chèque de paie. C'était une validation qui venait d'un endroit de pure et simple gentillesse. Merci, Madame Gable, dis-je, ma voix chargée d'émotion. Cela signifie le monde pour moi. Nous avons discuté encore quelques minutes. Avant qu'elle ne raccroche, elle a dit quelque chose qui est resté avec moi. Votre mère et votre père. Ils ont misé sur le mauvais cheval, Jason. Et maintenant, ils apprennent qu'un cheval de race qui ne peut pas courir n'est qu'une bouche coûteuse à nourrir. C'était une analogie dure, mais vraie. Ils avaient tout investi émotionnellement, socialement, et comme je l'apprendrai bientôt, financièrement dans un fils qui n'était que style et sans substance. Et la facture était enfin due. Un autre mois passa. J'étais dans mon bureau, esquissant une feuille de route pour un nouveau projet lorsque mon assistante m'a appelé. Jason, votre mère est au bout du fil. Elle dit que c'est une urgence. Mon sang se glaça. Malgré ma nouvelle liberté, le mot « urgence » de la part d'un parent déclenche toujours une peur primaire. Quelqu'un était-il malade? Y avait-il eu un accident? J'ai saisi le téléphone. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde va bien? Ce n'était pas ce genre d'urgence. C'était le genre auquel j'aurais dû m'attendre. Jason, tu dois aider ton frère, dit-elle, sa voix tendue par une panique désespérée et fabriquée. Il n'y avait pas de bonjour, pas de comment vas-tu, juste une exigence. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un sentiment de résignation lasse m'envahissant. L'aider avec quoi? Sa vie s'écroule, pleura-t-elle. Il a perdu son travail. Ses clients ne répondent plus à ses appels. Chloé le poursuit en justice pour détresse émotionnelle ou quelque bêtise. Il est en désordre. Il a besoin de toi. Je suis resté silencieux, laissant ces mots planer dans l'air. L'audace pure de la chose était presque impressionnante. Après tout ce qui s'était passé, elle m'appelait encore pour réparer le gâchis que son enfant chéri avait fait. Que attends-tu exactement de moi, maman, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Tu as réussi maintenant, dit-elle, comme si c'était une accusation. Tu as de l'argent. Tu as des relations. Tu pourrais, je ne sais pas, lui faire un prêt, le présenter à des gens, l'aider à se remettre sur pied. C'est ton frère. C'est mon frère, ai-je concédé, et il est resté là à rire pendant que sa fiancée complotait pour me détruire. Il m'a traité d'échec toute sa vie. Tu veux que je récompense ce comportement? Sa voix devint stridente. Le désespoir se transformant en son ton coupant familier. C'est de ta faute. Tu sais, si tu n'avais pas fait cette scène dégoûtante, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu lui as fait ça. Et voilà, le blâme. Le refus total d'accepter toute responsabilité. Non, dis-je, ma voix ferme. Je n'ai pas fait ça. Ses choix l'ont fait. Les choix de Chloé l'ont fait. Et vos choix l'ont fait. Nos choix, cria-t-elle. Nous t'avons tout donné. Puis, dans sa colère et sa frustration, elle laissa échapper la dernière et laide vérité, celle qui expliquait tout. Nous avons tout investi dans Alex. Ton père et moi, nous avons mis nos économies dans ces entreprises immobilières. Nous pensions qu'il était la valeur sûre. Maintenant, tout est parti. L'héritage, tout est parti. Et tu es assis là, dans ton bureau chic, à ne rien faire. L'héritage. Le mot tomba dans l'espace entre nous comme un bloc de glace. Il n'avait jamais été question d'amour. Il n'avait jamais été question de savoir de quel fils ils étaient le plus fiers. Il avait été question d'argent. C'était un calcul financier. Alex était l'action à haut rendement et à haut risque. J'étais l'obligation d'épargne oubliée, ne rapportant qu'un intérêt négligeable dans un tiroir poussiéreux. Toute leur structure familiale, leurs louanges, leurs déceptions, tout cela n'était que de la gestion de portefeuille. Et leur investissement de premier ordre venait de s'effondrer. J'ai ressenti un étrange sentiment de pitié pour eux. Ils étaient si aveuglés par l'image et l'argent qu'ils avaient complètement manqué la véritable valeur de leur propre famille. Je vois, dis-je doucement.
Eh bien, cela explique certainement beaucoup de choses. Vas-tu nous aider ou non, exigea-t-elle. Je ne peux pas vous donner d'argent, dis-je. Mais je vais vous donner un conseil. J'ai le numéro d'un excellent conseiller financier. Il est spécialisé dans la faillite et la gestion de dettes. Je vous l'enverrai par email. Le silence stupéfait à l'autre bout du fil fut plus satisfaisant que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. C'est tout ce que tu peux faire, chuchota-t-elle, sa voix pleine d'incrédulité. C'est tout ce que je suis prêt à faire, la corrigeai-je. Mon aide n'est plus sur la table. Mon portefeuille est fermé. Au revoir, maman. J'ai raccroché le téléphone. Je ne ressentais ni colère ni tristesse. Je sentais la dernière chaîne se briser. J'étais libre. Quelques semaines plus tard, j'étais assis à un petit café en plein air. Non pas dans ma ville américaine animée, mais à Florence, en Italie. Le soleil était chaud sur mon visage, et l'air sentait l'espresso et la vieille pierre. Devant moi se trouvait une pâtisserie à moitié mangée et une vue sur le Duomo, dont la magnifique coupole perçait le ciel d'un bleu éclatant. J'avais réservé un billet aller simple. Après ce dernier appel avec ma mère, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus qu'un nouveau travail et un nouvel appartement. J'avais besoin d'une nouvelle perspective. J'avais passé si longtemps à mener une bataille dans un monde qu'ils avaient défini. Il était temps de voir le reste du monde à mes propres conditions. J'avais assez d'argent maintenant. J'avais un travail que je pouvais faire à distance pendant quelques mois. Il n'y avait plus d'excuses, plus d'obligations familiales pour me retenir. Pour la première fois de ma vie, il n'y avait que moi. J'ai bu une gorgée de mon cappuccino et j'ai regardé les gens passer. Des couples se tenant la main, des familles riant, des artistes dessinant sur la place. C'était un monde loin de la tension et du drame qui avait défini ma vie si longtemps. Ici, je n'étais pas le frère d'Alex ou le programmeur. J'étais juste un homme profitant d'un café au soleil. J'ai pensé à ma famille, mais le souvenir était lointain maintenant, comme une scène d'un film que j'avais vu autrefois. J'espérais, de manière détachée, qu'il trouverait une forme de paix. J'espérais qu'Alex apprendrait que sa valeur n'était pas liée à son travail ou à sa voiture. J'espérais que mes parents apprendraient que l'amour n'est pas un investissement à gérer, mais leur voyage était le leur. Ce n'était plus mon fardeau à porter. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Ben, une photo de notre équipe célébrant un nouveau lancement de produit. Ils souriaient tous, levant des verres de champagne dans notre ancien bureau. Le sujet était simple, j'aimerais que tu sois là. J'ai souri et j'ai répondu. Moi aussi, mais la glace ici est meilleure. J'ai sorti une carte postale de mon sac. Une belle photographie du Ponte Vecchio. J'ai commencé à écrire, non pas à ma famille, mais à Ben. Je n'ai pas parlé du travail ou de la fusion. Je lui ai parlé du goût des pâtes, de la couleur du coucher de soleil sur le fleuve Arno, de la sensation de marcher dans des rues vieilles de plusieurs siècles. J'étais enfin libre. Non pas parce que j'avais gagné ou parce qu'ils avaient perdu. J'étais libre parce que j'avais enfin cessé de jouer à leur jeu. J'avais quitté le plateau et découvert qu'un monde entier m'attendait. Un monde qui n'exigeait pas que je sois petit pour que quelqu'un d'autre se sente grand. Un monde où je pouvais juste être Jason. Et pour la première fois, cela me semblait plus que suffisant. J'ai signé la carte postale, y ai apposé un timbre et suis allé chercher la boîte aux lettres la plus proche, mais pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver ma propre voie et partager cela fait partie de ce voyage. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû redéfinir complètement votre relation avec les personnes que vous aimez? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.